C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième séminaire consacré à la Covid-19 organisé par les Hospices Ville de Lyon. Je suis le professeur Jean-Christophe Richard, réanimateur à l'hôpital de la Croix-Rousse, et mon co-chairman est le docteur Thomas Perpoint, qui est infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse. Alors ce séminaire se veut interactif, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, questions auxquelles nous essayerons de répondre en fin de séminaire. Vous pouvez aussi poser des questions via une adresse mail webinaire@chu-lyon.fr et nous essayons de répondre à ces questions la semaine prochaine. Alors, voici le programme de la présentation du jour. Nous allons débuter par un point épidémiologique, puis un point virologique. Enfin, nous aborderons la thématique du jour au sujet de Covid-19 et sujet âgé, et nous finirons par des questions-réponses. Alors, j'introduis tout d'abord le docteur Mathieu Fauvernier, qui est médecin en santé publique, qui va nous faire un point épidémiologique. C'est à vous, Mathieu. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, bonsoir à tous. On vous propose un point épidémiologique donc pour le compte du pôle de santé publique des hospices civils. Alors, on va commencer par l'incidence de la maladie. Donc, très rapidement, on va parler de nombre de nouveaux cas. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va parler de taux d'incidence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui se passe, c'est que quand on s'intéresse aux nouveaux cas de maladie, l'idée, c'est que ce n'est pas le nombre d'individus à risque qui compte, mais plutôt le nombre d'individus à risque multiplié par leur durée à risque. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de taux d'incidence et non pas de probabilité. Donc, ce qu'on a ici devant les yeux, donc, ce sont le nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes semaine. D'accord? Donc, en France, avec la courbe rouge, et dans le Rhône, avec la courbe bleue. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est en termes de valeur pour le Rhône est plus de 2 fois supérieur à celui de la France. Et en termes de tendance, surtout, excusez-moi, si on peut juste revenir à la diapositive d'avant. Donc en termes de tendance, donc ce qu'on voit surtout, c'est que depuis début octobre, donc le taux dans le Rhône a été multiplié par 4 et le taux en France a été multiplié par 3. Donc en plus de la valeur, ce qui est extrêmement important à remarquer ici, finalement, c'est la très très forte tendance d'augmentation extrêmement importante du taux depuis le début du mois. Donc ça, c'était pour la comparaison France et Rhône. Ensuite, si on se concentre sur le Rhône, ce qu'on va remarquer, si on s'intéresse à cette incidence maintenant, cette fois-ci par classe d'âge, on va voir que finalement, elle est portée, cette valeur est portée par les 30 à 60 ans. On a beaucoup parlé donc des moins de 30 ans, mais on remarque là, depuis le début du mois d'octobre, que finalement, la tendance d'augmentation du taux d'incidence est moins importante que chez les 30-60 ans ou les plus de 60 ans. Donc chez les plus de 60 ans, la tendance est la même que pour les 30-60, mais le niveau est inférieur. Donc maintenant, si on regarde uniquement ce qui se passe sur le mois d'octobre et qu'on compare donc Lyon avec d'autres métropoles, par exemple Marseille, Paris et Saint-Étienne, on remarque une énorme différence entre ce qui se passe notamment à Paris. Donc notamment à Paris, là, depuis le début du mois, donc le taux d'incidence est plus faible. Et en plus, la tendance est beaucoup moins importante en termes d'évolution. À Marseille, on est parti de taux extrêmement faibles, mais les tendances commencent à être similaires à celles de Lyon et Saint-Étienne. Et alors, si on regarde Lyon et Saint-Étienne, non seulement les valeurs sont extrêmement hautes, mais en plus, la tendance est incroyablement importante. Si on regarde par exemple donc ce qui se passe dernièrement, au 26 octobre, on a un taux de 1000 nouveaux cas pour 100 000 personnes semaine. Donc à Saint-Étienne, tout se passe comme si chaque semaine, tous les Stéphanois avaient 1% de chance d'être testés positifs. Alors ensuite, si on s'intéresse donc cette fois-ci au nombre d'hospitalisations, aux réanimations et aux décès, donc ici ce que vous avez en abscisse, c'est donc les différentes dates calendaires depuis en réalité donc le début du confinement. Donc on remarque tout de suite la première vague, donc sur la gauche ici, avec un nombre extrêmement important de nombre de cas hospitalisés et en réanimation. On retrouve ensuite le calme qu'on a connu pendant l'été. Et là, surtout, ce qu'on remarque très très fortement, c'est l'énorme tendance, donc le nombre de cas d'hospitalisation qui augmente très fortement
depuis le début du mois. Donc, on a plus de 1000 cas hospitalisés à ce jour donc dans le Rhône. On est extrêmement proche des 1200 qui représentaient le pic de la première vague. Et si ça continue comme ça, d'ici même pas une semaine, on aura dépassé ce pic. On remarque également que d'ailleurs la mortalité commence à augmenter, de même que les réanimations. On le voit plus ici. Donc ici, vous avez la même chose uniquement concentrée sur cette deuxième vague, donc depuis ce qui se passe depuis août. On remarque la très forte tendance en termes de nombre de cas hospitalisés, la réanimation donc, qui commence à augmenter également, et le nombre de décès cumulés qui commence à devenir important avec presque 250 décès cumulés depuis août. Alors ensuite, si on regarde en termes de chiffres HL et territoire, donc ça concerne également donc Vienne et Bourgoin. Ici, on a l'évolution des hospitalisations aux HL. Donc, on remarque qu'en une semaine seulement, donc entre le 19 octobre et le 26, on est passé de 333 cas donc, hospitalisés à 542. Donc, ça représente une augmentation de presque 70%. Et on est sur une augmentation de presque 40% en termes de réanimation, en passant de 75 à 104. Donc, c'est des chiffres qu'on retrouve sur la diapositive suivante, avec le tableau, donc cette fois-ci au 27 octobre. Donc, au global, sur le territoire, on est à plus de 1300 personnes hospitalisées, presque 1000 en hospitalisation conventionnelle, pardon, et presque 200 maintenant en réanimation. Donc, si on regarde ensuite le nombre de tests réalisés par les HL, donc on voit depuis que le mois d'octobre, donc ça a énormément augmenté. On a presque multiplié par 2 le nombre de tests effectués ce mois-ci. Donc la tendance de nombre de tests effectués est très importante, celle de nombre de tests positifs est moins importante, c'est ce qu'on remarque, sauf que en relatif, si on regarde la courbe rouge, on se rend compte que depuis le début du mois, en réalité, le nombre de tests a augmenté, a été multiplié par 2, mais le nombre de positifs a lui été multiplié par 5. Ce qui nous donne sur la diapositive suivante un taux de positivité qui est en explosion complète depuis le début du mois. On est passé d'à peu près 7,5% de pourcentage de positivité de test à maintenant 20%. Alors ensuite, si on s'intéresse donc à cette activité de dépistage, si on creuse un petit peu et qu'on compare notamment avec la semaine dernière, donc le nombre total de tests, là, ça représente un petit peu plus de 17 000 tests, pardon, contre 15 000 la semaine dernière. Le nombre de positifs, donc, il est en augmentation extrêmement forte, puisqu'on a vu le taux de positivité est passé là, donc, de la semaine 42 à la semaine 43, de 15% à plus de 20%. Chez les professionnels HL, on est en augmentation, mais beaucoup plus modérée. On est passé de 12% à 14%. Ensuite, si on s'intéresse aux appels au SAMU, on remarque que la fréquence d'appels au SAMU qui concerne le Covid est passée de 12% à presque 23%, de la semaine 40 à 43, donc ce qui fait à peu près un mois. Donc sur un mois, la fréquence d'appels qui concerne le Covid a doublé. Et enfin, si on s'intéresse au passage aux urgences, on remarque également que si on s'intéresse aux semaines 40 contre semaine 43, la fréquence donc, de passage aux urgences pour cause de Covid a quasiment doublé également, en passant de 15% à plus de 25%. Donc, au global, si on devait résumer, on voit que sur l'ensemble des chiffres qui sont disponibles, on a une très forte augmentation, une très forte tendance en termes de nombre de cas, en termes de positivité. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Mathieu pour avoir décortiqué ces chiffres et on essayera d'aller dans les détails sur les semaines futures. On va passer tout de suite au point virologique, aux 5 minutes virologiques avec le docteur Bouscambert. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler de PCR, de cette technique de biologie moléculaire qui est largement utilisée en diagnostic en virologie, qui permet l'amplification de 2 cibles spécifiques du génome viral. Pourquoi 2 cibles? Car il s'agit d'un virus émergent
et que par sécurité, il était important de s'assurer qu'en cas de mutation sur une des cibles, nos outils continueraient à détecter le virus. Et je vous rappelle, chose que vous savez déjà, que plus la quantité de virus initiale est élevée dans le prélèvement, plus la valeur de CT est faible. S'il vous plaît. Voilà. Donc, cette technique est la technique la plus sensible que nous ayons, qui sert de référence pour l'évaluation de l'ensemble des techniques diagnostiques. Elle présente une sensibilité supérieure à 90% d'après une méta-analyse récente, 100% de spécificité. Et avec les données que l'on a au laboratoire, nous pouvons dire que la sensibilité de la PCR est de 97%. Bien sûr, les performances de la PCR peuvent évoluer, varier en fonction de la qualité du prélèvement. Il est important de rappeler qu'un prélèvement par écouvillonnage doit absolument être réalisé par du personnel formé, car il faut récupérer des cellules de la muqueuse nasopharyngée, que la nature du prélèvement peut influer les performances. Un prélèvement nasopharyngé est plus performant qu'un oropharyngé et bien plus qu'un prélèvement salivaire. Mais le plus important, c'est le timing de réalisation de ce prélèvement dans l'histoire de la maladie. En effet, entre J0 et J6 du début des symptômes, il est possible par PCR de détecter du virus dans les voies aériennes supérieures. Dans les formes graves nécessitant de l'oxygène, cette durée de détection dans les voies aériennes supérieures est prolongée. Et dès le 6e jour, il est possible d'avoir des PCR positifs sur des prélèvements respiratoires profonds. Il est important de constater qu'on peut effectivement, au moment où les patients arrivent à l'hôpital avec des signes respiratoires, être déjà dans le cas de figure où un prélèvement nasopharyngé reste négatif alors que le prélèvement respiratoire profond est positif en PCR. Dans les formes réanimatoires, les durées de persistance et de détection dans les voies aériennes semblent prolongées. Sur cette diapo encore, il est intéressant, donc diapo précédente, excusez-moi, de noter la cinétique d'apparition des anticorps. Dans les formes graves, dès le 6e jour d'évolution de la maladie, il est possible de détecter des anticorps chez les patients, alors que dans les formes post-symptomatiques, ces anticorps apparaissent plus tardivement, peut-être même au 30e jour. Sur la diapositive suivante, qui représente une cinétique classique de patients admis à l'hôpital, au premier jour de son admission, vous voyez que les valeurs de CT observées au niveau respiratoire supérieur, la courbe verte, sont de l'ordre de 30-32. Quant au niveau des voies aériennes inférieures, on a des CT à 20-22. C'est ce qui est observé également sur la diapo suivante. Dans cette étude qui représente la répartition des CT dans le temps dans un groupe de patients admis à l'hôpital et sur des prélèvements nasopharyngés, on voit aussi qu'au moment de l'admission, au J0 des signes respiratoires, les CT observés sont aux alentours de 30 et arrivent rapidement au-dessus de 35 au 7e jour. Un point intéressant à noter sur cette figure, c'est que les cinétiques sont exactement les mêmes, quel que soit l'âge du patient, plus ou moins 65 ans, le sexe, la sévérité du tableau à l'admission et le type d'évolution d'une forme modérée, une forme sévère par exemple. Donc le CT, on le sait, est corrélé à la charge virale et donc donne une très bonne idée du niveau d'excrétion virale du patient et permet donc d'évaluer le risque de transmission à l'entourage. Et c'est cette question qui a été posée à la Société française de microbiologie qui, fin septembre, a émis des recommandations sur la diapo suivante. Et qui, en colligeant des données bibliographiques, des données de laboratoire et les données de charge virale normalisée qui étaient que nous réalisions là au sein du CNR, a pu émettre des CT seuils qui nous permettent aujourd'hui de dire que lorsque le CT d'une PCR est supérieur à 33, elle est en faveur d'une excrétion virale modérée, voire très faible. Et lorsqu'elle est supérieure à 37, cette excrétion est extrêmement faible, voire nulle. Bien sûr, ces valeurs de CT sont différentes d'une technique à l'autre, donc ces recommandations disponibles sur le site de la SFM sont associées à un ABAC qui permet, en fonction des techniques utilisées, d'avoir ces CT seuils. Et ces données, ces niveaux d'expression sont le risque pour l'entourage est à réévaluer en fonction de symptômes et en particulier de la toux, qui évidemment est un symptôme favorisant la transmission à l'entourage.
Diapositive suivante. Aux hospices, 3 approches de PCR sont proposées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une approche permettant un dépistage, utilisant nos outils de haut débit, ne rendant pas de valeur de CT. C'est pour ça qu'il nous est apparu important de proposer une PCR avec des valeurs de CT rendues. Et ceci est facile pour, au moment de la prescription sur notre bon de demande, de bien nous indiquer si on est dans un contexte de dépistage ou de suivi d'un patient déjà connu positif. Enfin, la filière urgente, Jeune Expert, rend également des CT. Les CT sont disponibles. Il s'agit d'un diagnostic déporté et, comme vous le savez, avec une dotation de kit extrêmement faible, donc réservée à l'extrême urgence. Diapositive suivante. Donc, ce qu'il paraît intéressant de retenir, c'est que la PCR reste la technique diagnostique la plus sensible, mais bien sûr, si l'on cherche le virus là où il se trouve au moment du prélèvement, donc se rappeler qu'avant J6 ou après J6 du début des symptômes, la situation n'est pas la même. Les CT seuils, on en a parlé, c'était à 33 et 37. En fonction de ces CT, de la présence ou pas d'un symptôme comme la toux, le risque de transmission à l'entourage peut être évalué et peut permettre de réfléchir à la prise en charge du patient au décours de son infection, à l'organisation de ses soins ensuite. Et puis un dernier point, face à un tableau d'atteinte respiratoire basse d'une infection sévère, face à une PCR nasopharyngée négative, il peut être recommandé effectivement de réaliser un prélèvement profond, comme on l'a évoqué, mais ne pas oublier que réaliser à ce moment-là une sérologie peut permettre de documenter le tableau observé. Il y aura un topo concernant la place de la sérologie dans le diagnostic du Covid qui sera présenté dans une future session. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maude. Eh bien, nous allons passer à la présentation suivante sur la thématique Covid-19 et les sujets âgés qui sera faite par le professeur Claire Falandry, qui est professeur de gériatrie au centre hospitalier Lyon-Sud. C'est à vous, Claire. Merci beaucoup. Donc, je voulais remercier les HCL pour cette invitation et puis aussi d'avoir mis les gériatres sur la deuxième session. Puisque, comme souvent, nous nous retrouvons actuellement à l'intersection de 2 mondes, celui de la maladie et celui de l'hôte. Au travers de cette présentation, je vais essayer de répondre à 4 questions, celle de la transmission, des formes cliniques, des traitements et des parcours personnalisés des patients. Pour cette présentation, j'ai choisi de réfléchir à la fois sur les aspects liés au Covid, les aspects liés à la personne âgée et aussi les données scientifiques qui nous permettent de voir un petit peu l'interaction entre ces 2 domaines. Alors, première question, les seniors sont... Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les seniors sont-ils plus à risque de contacter le virus? Comme vous le savez, la transmission implique 3 acteurs. Le sujet index qui sécrète les particules virales, le sujet contact qui par contact muqueux va attraper ces particules qui vont se lier au récepteur ACE2 et une autre variable, la distance et le temps entre ces acteurs. Et une des spécificités chez la personne âgée, indépendamment du Covid, c'est ce temps de contact qui va favoriser cette contamination, notamment en cas de perte d'autonomie, avec les soignants et avec les aidants. Donc, je vous montre quelques petits items et vous voyez combien la distanciation sociale n'est pas respectée dans ces situations. Et malheureusement, c'est la vie et c'est des éléments qu'il faut intégrer dans notre analyse des choses. Et on peut imaginer aussi qu'avec l'âge, cette barrière muqueuse va être altérée, soit du fait du vieillissement, la xérostomie, la sécheresse des muqueuses, ou liées aux maladies, le diabète, ou peut-être à une immunité moins efficace du fait de l'immunosénescence. Alors, qu'en est-il s'agissant du sujet index? Le portage de l'ADN viral semble prolongé, enfin selon certaines données qui peut-être ont été discutées à l'instant, mais chez les personnes âgées, notamment en cas d'immunodépression, de diabète ou d'hypertension artérielle. Il y a une controverse sur la contagiosité de ces patients en fonction du CT, comme on vient de le voir. Et s'agissant des soignants, il y a un autre élément qui est important, c'est on sait que
25% des soignants vont présenter des formes asymptomatiques du Covid, ce qui justifie souvent des politiques de dépistage systématique. S'agissant du sujet contact, alors, certaines données auraient dit que les tests PCR seraient moins sensibles, mais je veux bien qu'on le discute tout à l'heure à la lumière de ce qui vient d'être discuté à l'instant. Il semble y avoir certaines données qui mettent en exergue, en effet, que des lésions muqueuses, notamment des champignons, pourraient augmenter le fait d'attraper le virus. Il y a une question qui est évidente, c'est celle de la malnutrition, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse scientifique à cette question. Et puis, il y a un rôle controversé de la carence en vitamine D qui est décrié avec des données qui ne sont pas du tout solides, mais qu'on abordera un tout petit peu plus tard par la suite. Par ailleurs, cette distanciation sociale, globalement dans la population des seniors, elle est quand même plus maintenue que dans la population des sujets adultes. Et donc, si on regarde les données épidémiologiques globales, on voit qu'on a plutôt moins de transmission dans la population des plus de 75 ans. Donc, il y a une différence et une variabilité en fonction du contexte gériatrique. Alors, comment lutter contre cette transmission ? Bien sûr, il y a certains messages qui sont martelés et qui doivent être rappelés de manière incessante, avec des consignes qui se succèdent et que je ne vais pas évoquer. Un des risques à identifier, c'est ce que j'abordais au début, c'est le sentiment de culpabilité que peuvent vivre certaines équipes qui sont confrontées à des contaminations nosocomiales, qu'il faut identifier, anticiper et prévenir. Et puis un autre élément sur l'ambulatoire, un sujet âgé Covid positif qui va être maintenu dans son entourage familial va peut-être favoriser la contamination de son aidant, qui est quelquefois du même âge. Et donc c'est un élément qui doit être intégré dans les réflexions et l'organisation des soins du patient index. Il y a un autre élément qui est mis en exergue par les infectiologues, c'est la vaccination antigrippale et antipneumococcique, dont l'avantage est d'éviter à ces patients d'être dans les circuits sanitaires au moment où le virus explose. Alors, une deuxième question, les formes cliniques des seniors sont-elles différentes de celles des plus jeunes? Alors, chez le sujet adulte, la symptomatologie comporte le syndrome grippal, la fièvre, la toux, la dyspnée, des signes digestifs comme des diarrhées, des troubles du goût et de l'odorat qui sont assez typiques. Indépendamment du Covid, on sait que souvent, les pathologies infectieuses vont se révéler chez les personnes âgées par des syndromes gériatriques révélateurs, la chute, le maintien à domicile difficile, la confusion qui est présente dans un tiers des hospitalisations après 70 ans hors contexte Covid. Et la pathologie Covid ne fait pas exception. Au contraire, on va parler de formes atypiques du Covid qui sont très fréquentes et très dépendantes de l'état gériatrique des patients et de leur âge. Chez les 85 ans et plus, on voit en bas de la diapositive que plus de 71% des patients développeront un syndrome confusionnel, 25% des chutes. La fatigue et le déconditionnement fonctionnel sont prédominants et il faut absolument les prendre en compte et les prévenir lors des hospitalisations. Les signes dits typiques sont plutôt abattardis. La fièvre est moins fréquente, elle peut être peu élevée, voire absente, et l'anosmie et la dysgeusie sont globalement plus rares. Et ce qui est assez étonnant chez ces patients très âgés, c'est qu'ils désaturent au niveau respiratoire, mais ils ne se plaignent pas trop de la dyspnée. Ils vont avoir des formes respiratoires dont ils ne se plaignent pas. Diapositive suivante. Je profite de cette présentation pour insister sur cet élément, sur le patient le plus calme et souvent celui qui est le plus à risque. Et il est très important d'identifier la confusion hypoactive. C'est celle du patient qui dort toute la journée et dont on ne se plaint pas.
C'est un piège diagnostique et c'est quelque chose qui est associé à une surmortalité très importante et qu'il faut diagnostiquer par la Confusion Assessment Method qui a démontré récemment, dans le cadre d'une méta-analyse, une sensibilité globale de 94% et une spécificité de 89%. Alors, question 3. Les seniors doivent-ils être traités différemment ? Alors, je ne vais pas aborder les traitements spécifiques du virus. Je pense qu'il y a suffisamment de spécialistes sur ce domaine. On va insister sur la prévention antithrombotique, qui est extrêmement importante, et la question de l'oxygénothérapie à haut débit, qui semble très mal supportée par les sujets les plus âgés. En termes de spécificité, un des axes habituels de la prise en charge gériatrique, c'est la prévention de la décompensation des comorbidités et de la cascade fonctionnelle. Alors, il y a des problématiques spécifiques qui se sont posées avec le Covid. Il y a une grande controverse sur l'utilisation des IEC et des ARA2. Parce qu'on pensait que ces molécules pouvaient augmenter l'expression du récepteur ACE2, qui est la cible du virus. A priori, cette controverse serait éteinte par une publication récente qui montre l'effet au contraire protecteur des IEC et des ARA2, donc il faut maintenir lorsqu'ils sont chez ces patients, bien sûr en dehors de tout contexte d'insuffisance rénale. S'agissant de la vitamine D, donc comme je le disais tout à l'heure, plusieurs études évoquent le rôle protecteur de la vitamine D, mais sont décriées. Il n'empêche que si on a une carence en vitamine D, c'est le rôle du médecin de la corriger. Devant une dégradation respiratoire chez un sujet âgé en fin de phase virale, la problématique des diagnostics différentiels est majeure. Et donc, il y a d'une part l'orage cytokinique qui peut faire discuter d'une corticothérapie, mais c'est vraiment un diagnostic d'élimination après avoir éliminé la pneumopathie d'inhalation, la surinfection bactérienne, l'insuffisance cardiaque, l'embolie pulmonaire, etc. Alors, comment adapter les traitements ? Alors, bien sûr, faire très attention aux protocoles d'hydratation standardisés. On sait qu'il faut souvent les diviser par 2 chez les sujets âgés si on veut éviter l'OAP. Éviter la confusion en contrôlant la température, les troubles hydroélectrolytiques. Optimiser l'oxygénation en prenant en compte l'acceptabilité par le patient du soin. Une oxygénothérapie à la lunette bien menée et parfois un petit peu mieux qu'une oxygénothérapie au masque qui est sur le front du patient parce qu'il ne la supporte pas. On a abordé à l'instant le maintien des IEC et des ARA2, sauf insuffisance rénale, et la supplémentation de la vitamine D en cas de carence. Et c'est bien sûr la prévention du déconditionnement gériatrique qui prend toute sa place, avec les grands principes de la mise au fauteuil systématique, éviter absolument la contention, réorienter le patient dans le temps et dans l'espace, maintenir le lien social, prise en charge nutritionnelle incitative et accompagnement pour les activités de la vie quotidienne. Alors la dernière question, les parcours de soins de nos seniors doivent-ils être différents ? Bien sûr, nous venons d'aborder le questionnement sur le patient âgé Covid+, vis-à-vis de ses aidants, et de ses copensionnaires. S'agissant d'une EHPAD, le parcours ambulatoire, tel qu'on peut le proposer chez le patient adulte, doit prendre en compte à la fois la dépendance du patient et les ressources socio-environnementales disponibles. Une autre limite sur laquelle nous allons prendre un tout petit peu de temps par la suite, c'est celle de la surmortalité majeure en réanimation et sur laquelle je vais m'étendre un tout petit peu par la suite. Alors, avant de m'étendre sur ce sujet, je vais un petit peu aborder la question de la fragilité. La fragilité, elle est définie comme un état de vulnérabilité accrue à l'origine d'une récupération incomplète après un événement stressant qui augmente le risque d'effets indésirables. Et on sait que l'hétérogénéité de la population augmente avec l'âge et que cette hétérogénéité induit une variabilité de risque face à un événement stressant. Et plusieurs études ont tenté de modéliser l'effet de l'infection Covid
au travers de ce spectre de la fragilité. Mais cette idée, elle est actuellement remise en question car il semble que l'impact de la maladie elle-même est tel que l'apport pronostic de la fragilité dans ce contexte est limité. C'est le principe du marteau et du verre. Hein. Si vous prenez un marteau, avec tous les verres, même incassables, vous finirez par casser le verre. Sur la diapositive suivante, on va identifier les 3 enjeux d'importance dans l'évaluation du patient âgé qui présente une infection Covid. Quelle est la gravité actuelle de l'infection? Quelle est la volonté du patient? Quelles sont ses directives? Quel est le niveau de soins envisagé pour le patient en fonction de son état de santé et de ses directives? Et donc, je vais finir en vous partageant un petit cocorico, car en parallèle du hub hospitalier, nous avons pu mettre en place un hub de la recherche sur le Covid en réanimation, sous la bannière commune de l'étude Senior Covid Réa et sa sœur jumelle SARS-CoV-IA. Donc ce hub rassemble 4 sites DHCL, la réanimation de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, le Medipôle et le CH Émile Roux du Puy-en-Velay. Et dans cette étude Senior Covid Réa, notre objectif c'était de déterminer les variables cliniques et biologiques prédictives d'une surmortalité en réanimation après 60 ans, notamment en intégrant les données gériatriques des patients 1 mois avant l'infection. Donc, on a recruté 231 patients entre le 7 mars et le 7 mai dans le cadre de la première vague sur ces 7 réanimations. Et les résultats, je les partage pour la première fois sur la diapositive suivante. Donc, ces résultats montrent que le modèle multivarié de prédiction de cette survie à 30 jours est très dépendant de 2 variables uniquement, de manière très robuste, que sont l'âge supérieur à 75 ans et les IADL. Vous voyez que la fragilité n'est pas du tout corrélée dans ce modèle. Et cette association de 2 variables simples permettent d'identifier très clairement une population à laquelle il ne faut pas proposer de la réanimation. C'est la population des patients de plus de 80 ans qui ont une dépendance pour les activités instrumentales de la vie quotidienne. Vous voyez que le taux de mortalité à 30 jours varie de 67 à 88%, et une population chez laquelle on peut aller vers la réanimation de façon assez ouverte, celle des patients de moins de 80 ans sans aucune dépendance sur les activités instrumentales de la vie quotidienne, et un ventre mou des patients intermédiaires qui auront une mortalité à 30 jours entre 30 et 40%, et pour lesquels la discussion réanimatoire dépend bien sûr du contexte et aussi des directives anticipées des patients. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, pour terminer, les axes de ces questionnements que l'on s'est posés, en termes de transmission, il n'y a pas vraiment de surrisque associé à l'âge. Chez le K-index, il semble y avoir peut-être une sécrétion prolongée du virus, mais peut-être cela pourra faire l'objet d'une discussion par la suite. Au niveau du sujet contact, les atteintes muqueuses pourraient avoir un rôle d'augmentation de ce risque de contamination. En termes de clinique, attention aux formes atypiques, notamment gériatriques, la confusion, la chute. Prévenir le déconditionnement fonctionnel, c'est vraiment un des axes thérapeutiques majeurs. Les parcours, c'est une problématique d'éthique individuelle et collective. Il ne faut pas oublier la surmortalité majeure en réanimation. Il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est ce concept « frailty is not futility ». Ce n'est pas parce qu'on décide de ne pas orienter un patient en réanimation qu'on va ne pas pouvoir lui proposer un parcours de soins hospitalier adapté à son état de santé. Et je vais terminer en remerciant l'ensemble des personnes sans qui je n'aurais pas pu faire cette présentation, notamment Antoine, Sylvain, Thomas et Nathalie pour l'aide bibliographique, et tous les investigateurs et l'aide de la recherche sur l'étude Senior Covid Réa.
et bien sûr toutes les équipes qui prennent en charge des patients âgés. Ok, Claire, merci de cette présentation en temps à peu près imparti. Il y avait des questions en fait dans le chat et effectivement sur la notion de senior. Cette notion de senior, elle est fondamentale, mais je pense que vous y avez répondu en fin de présentation. On va entendre senior, une capacité au-delà d'un certain âge à être actif dans la vie quotidienne, si j'entends bien. Les différentes tranches d'âge sont associées à une surmortalité. Le CDC fait une infographie très précise avec une surmortalité au-dessus de 85 ans allant à 650 fois la mortalité de la population cible des 18-25 ans. Et je crois qu'avec votre algorithme proposé suite à la présentation, la notion d'âge isolé n'est pas une notion à utiliser. On est d'accord ? Alors, en multivarié, l'âge, on peut retourner sur la diapositive, l'âge a un impact majeur puisqu'il augmente d'un facteur de risque de 4,5, je crois, en modèle multivarié. Vous voyez que le hazard ratio, il est à 4,6 pour un âge supérieur à 75, considérant la population des 60 ans et plus. Donc, l'âge lui-même a un impact et c'est un impact qu'on ne peut pas éluder, mais il y a aussi le rôle de la dépendance pour les activités instrumentales de la vie quotidienne. Alors, j'avais fait un petit joke, c'était de vous dire que chaque semaine, vous vous demandez pourquoi vous allez faire vos courses, et vous avez peut-être la réponse grâce à cette étude. Mais dans tout ça pour dire que quand même, cette autonomie, elle a vraiment un rôle, un impact majeur. Vous voyez, le hazard ratio est à 5,6 en multivarié, en ajustant sur l'âge, donc c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'il faut que nous, d'un point de vue médical, on soit très précis sur la connaissance véritablement de ce que sont nos patients, ce que font nos patients, de manière à avoir un échange direct et réel avec nos collègues de réanimation sur l'accueil de patients qui peuvent se dégrader. Exactement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Jean-Christophe. Alors, écoute Thomas, j'ai une question qui a été posée sur la messagerie et donc qui est un petit peu écartée du sujet du jour, mais elle est intéressante. Le docteur Pega se pose la question sur les modalités d'arrêt de la corticothérapie et notamment sur le risque d'effet rebond à l'arrêt des corticoïdes. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Alors pour l'instant, les études, elles sont faites de manière à avoir 10 jours de corticoïdes. Les protocoles qui sont proposés sont ceux de la dexaméthasone. On l'a évoqué la semaine précédente pour une durée de 10 jours. On voit apparaître dans différents protocoles hospitaliers, en particulier à l'étranger, aux États-Unis, que les corticoïdes peuvent être arrêtés plus précocement si l'évolution est très favorable au moment de la sortie du patient. C'est pas ce qu'on recommande aujourd'hui en France. On maintiendra les 10 jours. Dans cette question-là, se pose la question également du rebond possible à l'arrêt des corticoïdes. Je pense que ce n'est pas fréquent, ce n'est pas ce qu'on attend dans la réponse sur l'aura cytokinique de l'effet de la dexaméthasone. Par contre, on peut avoir des dyspnées qui persistent et une oxygénoréquérence qui persiste. Et là, la question du cadre nosologique se pose, en particulier des pléopathies organisées post-virales qui peuvent justifier le protocole de corticothérapie plus long. Ok, merci beaucoup Thomas. Il y a une deuxième question juste pour Claire Falandry. Est-ce que Claire, vous pouvez nous préciser ce qu'est le score IADL? C'est une question du chat. Ah oui, alors je veux bien qu'on retourne sur le petit diaporama. Les IADL, ce sont des activités instrumentales de la vie quotidienne. Donc c'est faire ses courses, sa lessive, prendre les transports, donc soit on conduit, soit on est autonome en transport en commun, faire son ménage, gérer ses finances, téléphoner, prendre ses médicaments et faire la cuisine. Donc en pratique, c'est assez hallucinant quand on pense un petit peu à ce que ça signifie. Ça veut dire qu'une personne qui ne gère pas l'ensemble de ces activités-là a un impact en termes aussi significatifs. C'est quand même assez étonnant quand même. On avait également deux autres questions sur le chat. Une question sur en lien également avec la sortie d'hospitalisation des patients Covid. Alors, dans l'expérience que l'on a de la première vague,
il a été rare de faire sortir des patients sous oxygène. D'accord? Donc, globalement, on était plutôt sur des situations qui nous autorisaient à garder les patients jusqu'à un sevrage ou alors une mutation dans une prise en charge en soins de suite. La sortie est bien sûr attendue comme toute autre maladie lorsqu'il y a une amélioration et qu'il y a au moins 24 heures d'assises pour dire que cette amélioration est bien ancrée dans l'évolution. Et donc, ça, c'est important sur les critères de sortie. Il y avait une seconde question sur la pertinence de l'anticoagulation chez des sujets en ambulatoire qui ne seraient pas hospitalisés. Pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de réponse à ça. Le groupe français de la thrombose se réunit demain pour essayer d'en parler. La Société française également de médecine vasculaire a proposé un algorithme de prévention qui revient finalement à prévenir les facteurs de risque classiques qui sont l'obésité, pour des patients non hospitalisés, l'obésité, plus de 70 ans et 3 jours d'alitement, un cancer évolutif, des antécédents de maladies veineuses thromboliques ou une chirurgie majeure récente. Et je pense qu'on peut, au même titre que n'importe quelle infection, si la personne n'était pas hospitalisée, proposer une prophylaxie dans ce cadre nosologique-là. Voilà. Alors, de notre côté, je pense que Jean-Christophe, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Non, moi, je n'ai pas de questions, Thomas. Ok, eh bien, on passe à la dernière diapo de conclusion qui est simplement un rappel pour la future thématique. La semaine prochaine, on accueillera dans la question thématique Sébastien Courreau, qui est pneumologue SHL, pour nous parler des formes respiratoires non graves de la Covid-19. Je vous remercie tous d'être intervenus ce soir et puis on espère encore améliorer ce moment d'échange et ce moment de partage de pratiques. À la semaine prochaine. Merci à vous. Merci. Merci.